Bonjour à tous, bienvenue dans l'épisode 4 du podcast. Donc l'épisode d'aujourd'hui, ça va traiter de l'inconfort et comment on peut apprendre à vivre avec. C'est un sujet qui me tient vraiment à cœur. J'ai travaillé pas mal d'années pour apprendre à justement faire rentrer l'inconfort dans ma vie et puis m'y adapter. Donc j'avais envie de partager ce sujet-là avec vous. Alors quand je dis faire rentrer l'inconfort dans ma vie, je cherche pas à mettre des bâtons dans les roues. Par contre, j'ai appris à accepter l'inconfort quand il était là et surtout parfois à devoir, le faire rentrer dans ma vie pour pouvoir atteindre aussi les objectifs que je me suis fixés. Donc, on va essayer de décortiquer un petit peu ce sujet en le traitant sous différents aspects. Premièrement, quelle est ma définition, on va dire, à moi de l'inconfort, qu'est-ce que j'entends par là expliquer un petit peu comment on a été amené à aborder l'inconfort dans toute notre vie, de l'enfance à la vie d'adulte. Et puis après, j'ai envie de le traiter sous différents exemples. Donc notamment l'exemple du sport, l'exemple aussi des émotions, et puis l'exemple de ce qu'on peut trouver au travail. Comme ça nous permettra d'avoir des sujets spécifiques où chacun pourra se retrouver. Si on doit donner une définition de l'inconfort, je dirais que ça serait une situation qui nous donne un sentiment de gêne, quelque chose qui peut nous embarrasser. Et donc c'est quelque chose que naturellement on peut avoir tendance à fuir parce qu'on est beaucoup plus à l'aise dans ce qu'on appelle notre zone de confort, là où on maîtrise finalement notre environnement, nos émotions, les personnes, etc. Sauf que l'inconfort, il se présente forcément. On est dans une vie où il y a des choses qui sont parfois positives, parfois négatives. Et l'inconfort, il y a des personnes qui tout de suite embrassent l'inconfort et savent le gérer, mais d'autres qui ont tendance à le fuir. C'est d'ailleurs un peu ce qu'on trouve avec la procrastination. Voilà, c'est le fait de retarder finalement une satisfaction à long terme par quelque chose qu'on va faire à court terme pour se soulager. Donc au lieu de faire, ces papiers pour les impôts, c'est un peu gonflant, donc on va faire quoi ? On va faire une petite sieste d'abord, ou ce soir on sort et puis on s'en occupera demain. Donc on remplace finalement la satisfaction qu'on aurait de l'avoir fait par quelque chose qui nous aide très rapidement, mais qui ne satisfait pas le besoin à long terme. D'ailleurs, le sujet de la procrastination, c'est aussi un sujet qu'il faudrait qu'on puisse approfondir, parce que je connais beaucoup de gens qui ont des problèmes par rapport à ça pour aussi organiser leur vie et atteindre leurs objectifs. L'inconfort, c'est une partie, en tout cas, de la problématique de la procrastination. On va rester sur l'inconfort pour l'instant, mais je préparais un sujet peut-être plus fourni sur le sujet de la procrastination. On a vu une définition très globale de ce qu'était l'inconfort. Je vous disais tout à l'heure que j'aimerais qu'on aborde aussi le sujet sur la manière dont on a de gérer cet inconfort. Et en fait, je vais m'inspirer d'un livre que je suis en train de lire et qui est plutôt pas mal. Ça s'appelle « Le chemin le moins fréquenté ». Ça a été écrit par Scott Peck. Et c'est un psy en fait qui explique ce qu'il peut voir en thérapie, enfin ce qu'il a pu voir pendant pas mal d'années en thérapie avec certaines personnes. Donc c'est un livre très psycho mais que moi j'aime bien. Et dedans il abordait un sujet intéressant par rapport justement à l'inconfort et à la manière qu'on avait de le gérer. Et en fait, il abordait le sujet déjà de l'enfance. Il expliquait que souvent, l'éducation qu'on donne aux enfants, c'est une éducation où on apprend finalement aux enfants à gérer l'inconfort. Alors je dis pas qu'on leur fait du chantage, mais souvent on va leur dire oui d'accord on sortira au parc une fois que tu auras mangé ton goûter. On retarde un petit peu finalement la récompense pour eux et donc ils finissent par s'y habituer. Et bon des fois ils rechignent forcément un peu, mais globalement ils ont un peu appris la technique et en général ils savent attendre le bon moment. D'ailleurs il y avait une étude qui avait été réalisée, qu'on avait vue un peu partout à la télé et sur les réseaux. Vous savez, ils mettaient des enfants dans une pièce avec des bonbons, et puis ils leur disaient « t'as pas le droit de manger les bonbons ». Et donc ils partaient de la pièce, les adultes, ils fermaient la porte, et donc on voyait les enfants qui ne mangeaient pas les bonbons, attendaient impatiemment, donc finalement on leur avait inculqué finalement le fait de pas tout de suite se jeter finalement sur la récompense et de patienter. Et suite à ça, vous avez aussi pas mal, en tout cas d'enfants, qui par exemple, quand ils rentrent de l'école, savent qu'il faut faire ses devoirs avant d'aller jouer à la console ou autre. Donc tous ne le font pas, mais c'est quand même des réflexes que vont avoir certains enfants parce que on leur a appris dans leur éducation à d'abord faire ce qu'il fallait faire avant d'aller chercher la récompense. Et ça
Et si ce réflexe-là est conservé dans la vie, ça donne des adultes qui savent faire la part des choses, en tout cas, entre le plaisir, l'urgence, ou la vraie action, en tout cas, qui va nourrir notre objectif. Et dans le livre, donc Le chemin le moins fréquenté, donc le psy qui a écrit le livre disait que c'est souvent à l'adolescence qu'il commence à y avoir certaines personnes qui finalement quittent ce chemin d'éducation et qui finalement vont plus en cours ou en tout cas sortent un petit peu du cadre. Donc c'est normal parce qu'ils commencent à s'émanciper, à avoir leur manière de voir les choses. Donc voilà, c'est normal. Et puis il y a des personnalités aussi qui font que on reste pas forcément cantonné à ce qu'on nous a appris quand on était enfant. Toutefois, il y a des gens qui gardent ce cap-là. Il y a des gens pour qui ça change, et on le voit aussi dans les études, hein. Il y en a qui font des prépas, des études de droit, des études de médecine, dans lesquelles il faut bosser. Voilà, le secret, c'est il faut bosser, il faut se discipliner. Et il y en a qui font des études différentes. Et dans le monde du travail, on voit aussi la différence entre ceux qui savent travailler, ceux qui savent faire l'effort, ceux qui savent faire un peu plus, et ceux qui finalement ont un mode de fonctionnement différent, vont remplir l'objectif, mais vont pas forcément savoir travailler, aller un peu plus loin. Et c'est ça qu'on voit derrière, ceux qui sont habitués à l'inconfort et qui savent pourquoi ils font les choses, et puis ceux qui finalement veulent avoir une récompense plus rapide, et donc qui prennent des raccourcis finalement par rapport au travail qui est à mener pour avoir vraiment un objectif sur lequel on a vraiment coché finalement toutes les cases. Bon, loin de moi l'idée de dire que ceux qui travaillent beaucoup, ceux qui savent gérer l'inconfort sont meilleurs que ceux qui savent pas le faire, pas du tout. D'ailleurs, c'était, je sais plus sur quelle étude j'avais vu ça, que ceux qui finalement peut-être maîtrisent moins l'inconfort et passent pas par toutes les étapes, prennent des raccourcis, y arrivent des fois plus vite et mieux que ceux qui travaillent beaucoup, parce qu'ils ont une intelligence qui leur permet d'aller droit au but et de pas passer par des étapes qui servent à rien. C'est juste des modes de travail, de vision de la vie qui sont différents, et c'est ok pour tout le monde. Le seul point, c'est que quand on n'a pas l'habitude de gérer l'inconfort, parfois ça peut être bloquant dans certains sujets de la vie. Donc tant que c'est pas un problème, c'est ok. Mais quand ça commence à être un problème et qu'on subit finalement ces moments de gêne dans la vie sans savoir comment les dépasser, on peut apprendre à se discipliner et à utiliser finalement la bonne gestion de l'inconfort pour aller là où on veut aller tout simplement. J'avais envie de prendre des exemples pour imager un peu l'inconfort. Et le premier exemple que je voulais prendre, c'était l'exemple du sport. Parce que il est hyper parlant, parce qu'il est concret, et qu'il y a toujours un peu la team de ceux qui sont à fond dans le sport, qui se lèvent, qui vont faire du vélo, qui vont à la salle, etc. Et ceux qui ont la flemme, qui disent « mais comment ils font pour se motiver ? Mais moi, j'ai pas envie. Faut que je me remette à courir, c'est bientôt l'été. » Et dans ces gens-là, il y en a qui ont vraiment envie de commencer le sport. Mais voilà, c'est inconfortable. Donc finalement, on le fait pas, on essaye de demander aux autres comment ils se motivent. Mais dans beaucoup de gens qui aujourd'hui font du sport tout le temps, il y a une grande majorité de personnes qui ont aussi connu l'inconfort au départ. Qu'est-ce qui fait qu'ils ont eu après un déclic ou autre pour démarrer ? Ça, c'est propre à chacun. On ne peut pas le deviner ou l'anticiper. Mais en tout cas, ce qui fait qu'ils ont continué, c'est qu'ils ont pu gérer finalement l'inconfort qu'ils ont eu au départ dans la pratique du sport. Dans le sport, on dit souvent qu'au départ, il faut de la motivation, mais ce qui fait que tu continues, c'est la discipline. Et la discipline et la gestion de l'inconfort, en fait, c'est très lié. Parce que oui, il faut un peu d'énergie au départ, je parle de motivation, il faut qu'il y ait un objectif qui nous donne envie d'y aller. Alors, comme je le disais, pour certains, c'est parce que l'été va arriver ou autre. Ça peut être aussi une problématique de santé, mais en tout cas, il y a une forte motivation, une énergie qui fait qu'on commence. Mais après, ça devient contraignant, donc on arrête. Donc, il faut mettre une discipline en place qui passe par pas mal de choses. La discipline, je pense qu'on en parlera aussi sur d'autres podcasts, sur des sujets bien spécifiques à chaque fois. Mais en tout cas, dans la discipline, notamment là dans le cas du sport, il y a aussi la gestion de l'inconfort. Plus on va pratiquer, plus on va s'habituer finalement à ce que notre corps et puis notre environnement correspondent à cet objectif-là, et on ne trouvera plus d'excuses, on va plus anticiper l'inconfort parce que notre corps va s'y être habitué. En tout cas, dans le sport, ce qui est parlant, c'est que au début, on a mal,
au corps, hein, on a des courbatures, etc., parce que le corps, il n'est pas habitué. Mais au fur et à mesure, voilà, le corps s'adapte. Donc on a moins d'inconfort physique, on va dire que les douleurs qu'on pouvait avoir au départ, quand on passe un certain cap, on les a plus. On peut continuer à avoir, par exemple, des courbatures, parce qu'on continue à travailler, mais le corps, vu qu'il connaît finalement cette douleur ou cette sensation, il va s'y adapter et ça va plus nous paraître aussi difficile qu'au départ. Donc en se disciplinant, finalement, on appréhende cet inconfort et puis on y arrive. Donc c'est pas la recette secrète forcément pour se mettre au sport tout le temps, mais en tout cas on arrive à passer cet inconfort. Si on se fait violence, qu'on se force un petit peu, qu'on met en place des habitudes, bah après le corps s'adapte et les douleurs, en tout cas ce qui pourrait être inconfortable, les douleurs ou se lever tôt ou autre, bah on s'y est habitué. Donc en fait on continue et on a passé ce cap-là d'inconfort et ça c'est une chose qu'on voit notamment, voilà, si je prends l'exemple très bref du sport, c'est une situation concrète dans laquelle on peut voir comment dépasser l'inconfort. Le cas du sport, là où il est intéressant aussi, c'est au niveau du mental. C'est que tous les gens qui pratiquent le sport vont aussi le dire. Hein. C'est que oui, là on a parlé du corps qui s'habitue, etc., à une douleur ou à un inconfort, mais il y a le mental aussi qui joue. Parce que justement en allant au sport, en maintenant finalement une discipline, bah, c'est le mental qui finalement apprend cette discipline et donc c'est moins coûteux en énergie de penser à aller au sport parce que c'est devenu une habitude et puis le mental le sait de toute façon, donc lutte pas contre, et en même temps c'est moins difficile pour le physique. Donc une fois qu'on passe le cap, en fait c'est tout bénef et on continue des fois à y aller, oui pour les résultats physiques, mais il y en a beaucoup qui vont aussi pour le mental, parce que ça fait de la place, parce que ça amène plus de... En fait, cette discipline finalement qu'on s'est imposée pour aller au sport, une fois qu'on la maîtrise dans le sport, elle va se dupliquer finalement dans plein de domaines de la vie. Et plein de choses sur lesquelles on avait tendance à repousser, on va le faire plus facilement, parce qu'on aura finalement formaté un peu notre cerveau à se discipliner. Et on voit les résultats aussi sur le corps, donc c'est tout un cercle vertueux. Mais d'abord, il faut un peu se forcer parfois pour le départ. Je voulais prendre un autre exemple que celui du sport. Je voulais prendre l'exemple des émotions. L'inconfort, on disait tout à l'heure que c'était une gêne, hein, en tout cas, c'était pas la zone de confort. Et dans les émotions, on a une palette assez large, hein, des émotions plutôt positives ou plutôt négatives. Et c'est vrai, quand on fait face à des émotions inconfortables, plutôt négatives, on a tendance à vouloir lutter contre, hein, en tout cas s'en sortir. On en parlait sur le podcast précédent du silence, la gestion aussi des émotions. Le silence, ça peut être un bel outil qui nous permet d'ailleurs, le silence, justement, d'accepter l'inconfort. Et les émotions, si elles apparaissent, c'est souvent pour nous apporter quelque chose, pour qu'on comprenne quelque chose. Donc le mental, des fois, a rien à y faire, mais c'est vrai que d'apprendre à accepter l'inconfort des émotions qui sont plus négatives, en fait, ça fait aussi la différence. Et c'est pas simple au départ. Le sport peut y aider, on en a parlé en exemple 1 parce que ça permet de se discipliner un petit peu au niveau du mental, mais on se rend compte qu'on a beaucoup plus de facilité à dépasser les émotions désagréables quand on les accepte. Il y a beaucoup cette théorie de l'acceptation, du lâcher-prise. C'est des choses qui sont complexes à expliquer. Il faut le vivre pour le comprendre. En tout cas, on va parler d'émotions du quotidien, pas des choses très très graves. Hein. On n'est pas dans des problématiques de deuil ou des choses vraiment graves où ça nécessite, quoi qu'il arrive, un accompagnement ou autre. Mais là, vraiment, dans des petites choses qui peuvent nous contrarier au quotidien, si ça vient nous amener une émotion qui n'est pas top, en fait, il faut la laisser passer, l'accepter et se dire que si elle est là et qu'elle vient un petit peu nous challenger, nous déranger, il y a forcément un intérêt et il faut le laisser passer, l'accepter. Et tout ça, ça nous permettra aussi à l'avenir de mieux gérer les émotions plutôt négatives. Je crois d'ailleurs que c'est Rumi, le poète, qui disait que la réponse à la douleur est dans la douleur.
Donc c'est un peu l'explication voilà, de ce que je disais, c'est que si jamais vous avez une émotion négative qui vous fait être dans l'inconfort, c'est qu'il faut passer par là. Même si vous conscientisez pas ce qui est en train de se passer, vous êtes peut-être en train de digérer des choses à un certain niveau. Donc laissez-vous du temps, laissez-vous du silence, laissez passer l'émotion. Et si vous prenez l'habitude de faire ça, normalement vous verrez qu'au fur et à mesure, vous allez beaucoup mieux gérer et qu'en tout cas ces situations-là d'émotions inconfortables, finalement elles se présenteront moins ou moins fort. Un peu comme le sport. Au fur et à mesure où vous y allez, vous avez moins de courbatures, vous vous sentez mieux et vous gérez mieux. Et ben ça sera pareil finalement avec les émotions et les pensées. Pour le dernier exemple, je voulais prendre le sujet du travail pour parler de l'inconfort, parce que c'est un domaine, le travail, où on passe beaucoup de temps dans notre vie, donc on a forcément des sujets d'inconfort. Moi, je sais qu'à titre personnel, c'était plutôt dans l'organisation du travail sur lequel je pouvais être inconfortable, parce que j'avais des tendances à la procrastination ou autre, donc je savais rendre les choses en temps et en heure, mais voilà, les points les plus contraignants dans la journée au travail, je les mettais de côté ou je les gérais pas vraiment. Et à un moment donné, c'est sûr que ça vous rattrape. Et je me rappelle que j'ai travaillé une fois pour une de mes clientes, et elle avait écrit une phrase, il y avait un papier dans le bureau où il y avait marqué « Ce qui est fait n'est plus à faire ». Et elle me disait toujours cette phrase-là, « Tu sais, ce qui est fait n'est plus à faire », etc. Et c'est vrai que quand je travaillais pour elle, il y avait des tâches hyper chronophages, de la saisie, de commandes ou autre, ce qui fait que c'était pas hyper fun. Mais avec son mantra, là, ce qui est fait n'est plus à faire, le fait qu'elle le répète tout le temps et autres, je me suis mis finalement à me le répéter et à le faire. Et c'est devenu quelque chose qu'en fait, aujourd'hui, je fais tout le temps dans mon travail. J'utilise toujours cette phrase, en fait, elle me quitte plus et elle m'a beaucoup aidée à finalement me mettre à travailler et me dire, cette tâche-là, elle me plaît pas plus que ça, mais bon, ce qui est fait sera plus à faire. En fait, j'en serai débarrassée. Et un peu comme on le disait au début du podcast, il y aura ce côté de satisfaction à long terme qui sera plus grande finalement que de ne pas le faire tout de suite, de faire une autre tâche que j'apprécie plus, alors que ça, j'aurai quand même la charge mentale de me dire je ne l'ai pas géré, il va bien falloir que je le fasse plus tard. Et dans le livre dont je parlais, là, Le chemin le moins fréquenté, il y a aussi un passage comme ça qui traite d'une patiente qui trouve plus forcément d'intérêt dans son travail. Et en la questionnant, le psy, finalement, il se rend compte que son problème, il vient plutôt de son organisation. Et il lui demande les tâches qu'elle a à faire, comment elle s'organise, et il se rend compte que toutes les tâches en fait, qu'elle n'aime pas, elle les garde pour la fin de la journée. Alors qu'en fait, si elle commence pendant 2 heures par, je sais pas moi, traiter ses mails ou faire les choses en tout cas qui sont les moins sympas pour elle, après elle aura toute l'énergie de la journée pour pouvoir gérer ce qu'elle apprécie. Et ça, c'est aussi quelque chose qui aide dans le travail. Commencer finalement par ce qui est le plus contraignant, parce que ce qui est fait n'est plus à faire. Après, vous serez tranquille. Plus d'énergie, moins de charge mentale. Et c'est un peu comme ça aussi dans le sport. Si je reviens rapidement à l'exemple 1, par exemple, moi, le sport, j'y vais le matin tôt. Je mets mon réveil, avant d'aller au travail, finalement, je vais au sport. Parce que si jamais je laisse la journée passer, est-ce que ça va être une bonne journée, une mauvaise journée? Je vais avoir la flemme ou pas, l'envie. Il y a trop de facteurs qui vont faire qu'à un moment donné, je vais peut-être pas y aller. Alors que si c'est la première chose que je fais le matin, j'ai rien qui peut me couper pour le faire, et au moins c'est fait. Et ça permet de le faire pendant un certain temps, que ça devienne une habitude, et après on n'y pense plus. Donc pour le sport, pour le travail, même pour les émotions, traitez tout de suite ce qui est le plus inconfortable, comme ça sera mis de côté et vous prendrez des bonnes habitudes pour la suite. Pour terminer avec le sujet du travail, il y a un autre aspect de l'inconfort dans le travail que je voulais partager avec vous, parce que je me suis posé pendant des années cette question, et je pense que vous la posez aussi, même en dehors du travail, mais en tout cas là sur le cadre du travail, je trouve que c'était parlant. C'est se dire parfois, quand on est dans une zone d'inconfort, est-ce que ça veut dire qu'on doit abandonner, ou est-ce que ça veut dire qu'on doit continuer et persister? Et voilà, pendant pas mal d'années, je me suis posé cette question et me dire, là, si tu te sens pas bien, si c'est difficile, si ça te gêne, qu'est-ce que ça veut dire? Et en fait, on essaye d'écouter son intuition. Enfin, moi, j'essayais de me dire, mais qu'est-ce que me dit mon intuition? Et c'était pas clair pour moi. Alors, certes, peut-être qu'à l'époque,
mon intuition n'était pas super claire parce que je lui laissais pas suffisamment de place. En tout cas, j'arrivais pas à avoir de facteurs concrets qui me permettent de me dire est-ce que c'est juste pas fait pour toi et arrête de t'entêter, stop, ou c'est normal, c'est difficile parce que tu es en train de progresser et que tu vas voir, ça va aller mieux. Donc je pense que c'est des sujets aussi par lesquels vous passez et sur lesquels vous vous posez aussi cette question. Alors moi, la réponse que j'ai trouvée pour répondre à cette question d'abandonner ou de continuer, en fait, c'est la question de son pourquoi. On se dit souvent, quand on fait quelque chose, pourquoi on le fait ? Voilà, si on est motivé à aller au sport, quel est notre pourquoi ? Ce qui fait que le jour où on a moins envie d'y aller, où on a la flemme, il faut qu'on se rappelle à son pourquoi. Mais pourquoi j'ai commencé ? Et si son pourquoi est suffisamment fort, en général, on y retourne. Pour le travail, je pense que c'est pareil. Si on est dans un job où on travaille beaucoup, on n'est peut-être pas suffisamment payé, on n'a pas de reconnaissance, et donc on ne sait pas si on doit abandonner ou continuer, il faut qu'on pense à son pourquoi. Pourquoi je fais ce job ? Pourquoi je me suis embarquée dans cette société ? Pourquoi je fais ces missions-là ? Et je pense qu'en répondant à son pourquoi, à mon avis, on sait si on doit abandonner ou continuer. Parce que si on répond positivement à notre pourquoi, oui d'accord, je me suis mis dans cette boîte parce que, je sais pas, c'est la boîte leader du marché, parce que je vais peut-être pas être augmentée maintenant, mais sur mon CV, ça aura un effet important quand je voudrais changer de boîte, ou mon patron, c'est vraiment mon mentor et je vais apprendre beaucoup à ses côtés. Donc, finalement, oui, c'est difficile, mais je vais continuer parce que ça répond à mon pourquoi. À l'inverse, si jamais vous êtes maltraité, pas content, pas épanoui, et que ça répond pas au pourquoi vous avez pris ce job au départ, en fait, non, vous n'allez pas continuer et être là pour souffrir alors que ça correspond pas du tout à ce que vous voulez faire. Donc je pense que quand vous êtes dans ces situations-là, de est-ce que je dois abandonner ou est-ce que je dois continuer, pensez toujours au départ. Pourquoi vous avez entamé ce job, ce sport, cette relation, ce que vous vouliez à la base. Et là, comme ça, vous arrivez à voir, en fonction de la situation actuelle, est-ce que ça répond toujours ou pas à votre pourquoi ? Et là, vous êtes un peu plus capable de prendre une décision ou de savoir dans quelle direction aller. Donc voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui sur l'inconfort. J'espère que ça aura pu aider certains, en tout cas ceux qui ont des problématiques par rapport à l'inconfort. J'espère que les exemples seront parlants. De toute façon, on pourra y revenir sur d'autres sujets ou sur le Insta première consultation. Voilà, n'hésitez pas à me laisser des messages si vous voulez parler plus en détail du sujet et qu'on le creuse ensemble. Voilà, c'est déjà la fin du 4e épisode et j'ai envie de vous dire c'est déjà pas mal. Merci de m'avoir écouté et je vous donne rendez-vous pour le prochain. Salut!